Ce programme vous est présenté par Huawei. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la conquête de l'international par les startups françaises. Est-ce que nos startups, finalement, en France, elles ne voient pas trop petits? Comment est-ce qu'on peut les accompagner à l'international pour les faire changer d'échelle? Est-ce que les grands groupes peuvent les y aider? Et si oui, comment? Et puis, est-ce que le marché chinois, qui est réputé difficile, peut aussi être une terre de conquête pour les innovations françaises? Voilà le programme de cette demi-heure que l'on va passer ensemble avec les invités de Bismart qui sont aujourd'hui Anne-Claire Wang, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Digital Impulse chez Huawei. Jean Delalandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du comité Richelieu. François Cruta, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et PDG d'Ubudu, qui est une start-up qui offre des solutions pour réduire les gaspillages sur site industriel. Et puis nous sommes également en visio avec Vincent Théry, cofondateur et dirigeant de Lily Smart, start-up qui propose des solutions digitales pour les start-up de la santé, pour les acteurs de la santé, pardon. Bonjour à vous également. Alors, Jean Delalandre, moi je vais commencer par vous parce que c'est vrai que vous êtes au contact des entreprises en permanence. Vous représentez donc le comité Richelieu. C'est une association qui regroupe des centaines de start-up et des ETI. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, selon vous, aux start-up françaises, finalement, pour qu'elles puissent conquérir l'international? Parce qu'on entend beaucoup ce discours-là qui dit, voilà, il y a beaucoup de start-up sur le territoire français, mais il y a un problème d'échelle. Alors, ce qui manque, il y a beaucoup de choses qui peuvent manquer. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui existent pour les accompagner. Donc, la question que vous posez, elle pourrait nous prendre... Enfin, la réponse pourrait prendre beaucoup de temps. Depuis des années, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place et qui sont plutôt positifs. Je veux dire, la mise en place de Business France est une très bonne chose. Le fait qu'il existe des programmes comme Digital Impulse est aussi une très bonne chose. Après, peut-être que la question du développement international nous ramène rapidement à la manière dont une entreprise peut se développer en France, en tant que telle, en termes de levée de fonds, en termes aussi de commandes qu'elle peut capter dans notre pays. Donc je pense qu'il ne faut pas trop déconnecter la situation, enfin François nous le dira peut-être tout à l'heure, mais la situation dans notre pays de la capacité à pouvoir se développer à l'international. Est-ce que, François Cruta, est-ce qu'il faut d'abord être fort dans son pays avant de pouvoir se développer à l'international, ou est-ce que finalement il faut penser international tout de suite? Comment est-ce que vous avez envisagé les choses? Dans le monde de la tech, le marché, c'est le monde. Donc il faut avoir un produit qui a une capacité à être vendu au-delà de la France. Maintenant, avant d'aller à l'international, il faut déjà avoir un produit qui est acheté par des clients, et donc il faut commencer dans son marché. Et une fois qu'on est suffisamment mûr pour s'attaquer à l'international, vite regarder à l'international et regarder partout, mais de façon... Parce que justement, c'est un marché mondial et il faut avoir un produit qui a un niveau de qualité au niveau mondial. Vincent Théry, vous partagez cette opinion-là? Tout à fait. Je crois que aller à l'international est quelque chose qui peut se faire relativement rapidement pour les entreprises et qui, d'ailleurs, doit être intrinsèque à la société lorsqu'on la crée. Ce qu'il faut pour avoir les armes pour aller à l'international, c'est ce qu'il faut pour se développer en France, à savoir connaître parfaitement qui est son client, quels sont les acteurs du marché. Mais avoir dans ses gènes, je dirais, cette notion d'internationalisation dès le départ est un atout indéniable vis-à-vis de compétiteurs qui sont de toute façon autres que des acteurs français aujourd'hui, comme l'a dit à juste titre François. Anne-Claire Wang, justement, Jean disait tout à l'heure, il y a un programme comme Digital Impulse qui permet de les accompagner. C'est quoi ce programme que vous avez mis en place chez Huawei? Alors, Digital Impulse, c'est un programme d'accompagnement des startups françaises innovantes qui a été créé par Huawei France en 2014. Le principe, c'est qu'on sélectionne des startups innovantes dans plusieurs villes de France. Donc, c'est un peu un tour de France. On fait cette année 6 villes. Et ces startups, on va les accompagner dans leur développement à l'international et notamment dans la découverte de la Chine. Alors, Huawei, on est bien sûr une entreprise tech qui est basée à Shenzhen. On a un peu cette connaissance, donc non seulement de la France et de la tech, mais de ce que c'est d'être une entreprise tech qui veut passer à l'international et qui a un pied des deux côtés. Donc, on apporte cette connaissance, on apporte notre expertise et on essaye d'ouvrir des portes à ces startups-là pour qu'elles vraiment découvrent ce qu'elles peuvent faire en Chine en termes de partenariat, en termes d'investisseurs, en termes d'implantation. Et on essaye de leur présenter
nos partenaires aussi et notre écosystème. Moi, j'aime bien quand vous dites on fait civil en France, on va chercher dans les territoires. Jean Delalande, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'innovation en France, elle est partout et pas seulement dans les grandes villes et qu'il faut aller chercher un peu ces pépites sur l'ensemble de nos territoires, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez dit le mot, c'est l'innovation. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'international. Ce qui peut être un moteur, ce qui va permettre d'être compétitif, c'est l'innovation. Et c'est au bout du compte ce qui nous rassemble aujourd'hui autour de ce plateau et qui est au cœur de ce programme et qui est important pour les entreprises et pour leur développement. Et pour répondre à votre question, donc effectivement, l'innovation, elle est partout sur le territoire. Et d'ailleurs, elle est dans les startups, elle est aussi dans les PME, elle est aussi dans les ETI. Il y a d'ailleurs parfois des PME ou des ETI qui se retrouvent dans finalement des postures de start-up, dans un moment où elles innovent tout particulièrement. Donc effectivement, il est important d'avoir un programme, un dispositif qui s'intéresse globalement au territoire. Cette démarche-là est intéressante. Justement, pourquoi est-ce que Huawei s'intéresse aux start-up françaises ? Alors, la France est un pays important pour Huawei. Je pense qu'elle a toujours été depuis qu'on est dans le pays. Et c'est aussi intéressant de savoir que Huawei, on se considère comme une start-up. Donc Encore aujourd'hui, on a été créé. Bon, c'est vrai que maintenant, ça fait un peu plus de 30 ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on a été créé avec moins de 5 000 $ en capital, 5 fondateurs. Qui étaient des ingénieurs et qui ont décidé de monter cette boîte. Et c'est une boîte qui a réussi à se développer grâce à vraiment un esprit d'entrepreneuriat, d'innovation, toujours de changement de business model. Et donc, on pense que c'est vraiment notre responsabilité, en fait, de soutenir ces startups. Et puis, on a, je pense, de manière intrinsèque, un respect pour cet entrepreneuriat et vraiment la foi que beaucoup de ces startups peuvent devenir des grands groupes, enfin, peuvent porter des solutions très intéressantes. Pour revenir un peu à la question, pourquoi les startups françaises ? Je pense que aussi il faut noter que la France a un écosystème de startups qui est extrêmement dynamique. Et donc, c'est un plaisir de soutenir ces startups et de porter certaines de ces startups à l'international. François Cruta, vous avez été accompagné par ce programme, notamment Digital Impulse. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de regarder, pourquoi pas la conquête internationale et particulièrement le marché chinois ? Alors, le programme Digital Impulse met vraiment l'accent sur la compréhension de l'écosystème tech chinois et vous met en contact directement avec des VC, avec des clients potentiels, vous fait visiter des usines, vous montre en fait l'état de la technologie et donc vous donne une perspective qui est peu décrite encore aujourd'hui sur le marché chinois, sur les technologies. Et c'est quelque chose de très surprenant, même pour quelqu'un qui a une vision, une connaissance internationale. Moi, par exemple, j'ai travaillé plusieurs années dans la Silicon Valley et je dois vous dire que je suis ébahi en fait quand je vois en fait ce qui se fait en Chine et à quelle vitesse et à quelle échelle ça se fait. Donc cette prise de conscience, elle est très importante parce que comme je disais tout à l'heure, il faut regarder en fait ces produits dans une perspective internationale. Et donc, il faut pouvoir en fait être compétitif partout et il faut comprendre en fait qu'est-ce qu'il faut pour réussir en fait aussi dans des marchés gigantesques comme celui chinois. Et c'est vrai que vous faites la comparatif avec la Silicon Valley. Jean Delalande, on n'a pas encore complètement, je pense, intégré la diversité d'innovation qu'il y a en Chine aujourd'hui. Évidemment, les groupes anglo-américains nous parlent beaucoup plus, sans doute. Et à part Alibaba, on a du mal à se rendre compte de ce que c'est qu'aujourd'hui l'innovation en Chine et le terreau de start-up qu'il y a là-bas. Mais c'est un pays qui est aujourd'hui parmi les premiers, en fait, en termes d'innovation. Oui, alors certains vous parleraient mieux de ce sujet-là, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que vous mettez le point finalement sur un sujet qui est le sujet culturel. C'est-à-dire que spontanément, c'est vrai que les États-Unis nous parlent, entre guillemets. Et puis par ailleurs, pour cette raison-là, on a tendance à beaucoup regarder du côté des États-Unis. Que ce soit les entreprises, que ce soit, j'allais dire, globalement, l'écosystème français. Là, ce qui est intéressant, c'est justement de se dire, on va se tourner vers un environnement, un univers, un monde qui, culturellement, est peut-être un peu plus éloigné de nous. Et si on veut pouvoir le comprendre, il faut qu'on s'en approche.
il faut qu'on s'en approche. Et ce voyage d'immersion en Chine, eh bien, il offre une superbe opportunité de connaître cette immersion. Parce qu'effectivement, quand on dit start-up en Chine, ça renvoie pas forcément aux mêmes choses auxquelles ça renvoie quand on dit start-up en France. Quand on parle de marché en Chine, évidemment, la référence, c'est toujours le marché, immédiat, national, et c'est évidemment pas la même chose que lorsqu'on est en France. Donc, il y a des choses qui peuvent paraître assez évidentes, qu'on va comprendre rapidement, et puis il y a des choses, faut rentrer un peu plus dans le détail, il faut aller là-bas, faut échanger, faut ouvrir des portes, et Huawei, effectivement, peut en ouvrir, parce que connaître très bien cet univers-là, et ça peut être intéressant pour les startups, et ça se fait avec Business France aussi, qui connaît très bien le territoire chinois. Vincent Théry, vous, c'était quoi votre rapport d'étonnement quand vous êtes allé là-bas ? Il y a plusieurs choses. Moi, j'ai apprécié dans le programme Digital Impulse à la fois l'immersion qui est offerte et facilitée, comme ça vient d'être dit, par Huawei d'une part, par les acteurs locaux, Business France, BPI France. Également les discussions avec les pairs, c'est-à-dire les autres startups qui peuvent être sur des marchés totalement différents des vôtres, mais au-delà de ça, peuvent avoir des problématiques à un instant T auxquelles vous êtes également confrontés. Donc ça, c'est intéressant. Et après, ce qu'on se rend compte, et ce que je me suis rendu compte en allant sur place, c'est que ce qui peut sembler être une montagne infranchissable depuis notre petit pays qui est la France paraît beaucoup plus atteignable et envisageable quand on est sur place. L'emprise que peuvent avoir des acteurs français qui parlent la même langue que vous et qui sont des facilitateurs sur place est méconnue quand on est en France. Donc, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui aux entrepreneurs, c'est n'hésitez pas à passer le cap. Des dispositifs en France existent pour vous accompagner à l'export d'une manière générale et en Chine en particulier. Allez-y et vous trouverez des gens pour vous accompagner et vous verrez que vous gagnerez énormément de temps. Moi, ça a été le cas pour Lily Smart. On a gagné, je pense, 2 ans en 1 semaine et demie passée sur place. Anne-Claire Wang, comme le dit Vincent, finalement, c'est vrai que vu d'ici, on a l'impression que c'est une montagne infranchissable de s'attaquer au marché chinois. Quels sont les freins ? Alors évidemment, il y a la barrière de la langue, j'imagine, mais est-ce que ce sont les seuls freins ? Je pense que la barrière de la langue, c'est vraiment le frein principal qui intimide les gens, parce qu'il y a peut-être aussi une sorte d'impression, mais c'est vrai que la Chine est un marché différent, comme je pense tous les pays sont des marchés avec leurs spécificités, leurs codes assez uniques. Il y a des façons de faire du business qui sont un petit peu différentes en Chine. Par exemple, les gens sont souvent un peu plus dans la relation personnelle au premier abord que dans la relation business, même avec des partenaires potentiels. Mais tout ça, c'est des choses, c'est des différences culturelles qui existent dans chaque pays. La différence entre la France et la Chine sur ce point-là n'est pas forcément insurmontable. Je pense que la barrière de la langue, c'est vraiment ce qui fait peur. Et le fait d'être accompagné quand on arrive, d'avoir ces contacts-là avec des partenaires donc, qui peuvent parler anglais, des partenaires sur Hong Kong, ou même très sincèrement d'avoir le soutien. Nous, quand on emmène les startups là-bas, on les emmène rencontrer des startups de la French Tech Shenzhen et de la French Tech Hong Kong. Donc il y a des Vous leur montrez que c'est possible, en fait. Voilà, il y a des startups, il y a des Français qui sont déjà implantés là-bas dans l'écosystème tech. Et je pense que cet échange-là avec ces gens qui ont réussi, qui ont cette expérience, c'est très très important et ça permet de démontrer aux startups qu'on emmène que c'est possible. François Krupka, vous avez eu des difficultés particulières vous, quand vous êtes attaqué à ce marché, que vous avez ensuite pu lever ? Absolument. Nous, aujourd'hui, on a un bureau commercial à Hong Kong et un bureau commercial à Singapour. D'accord ? Donc, ça fait longtemps ça fait déjà quelques années qu'on essaie de développer notre business. Aujourd'hui, ça marche bien. On fait plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires en Asie. La Chine, c'est particulier. Donc, il y a ce que disait Anne-Claire au niveau des barrières culturelles. Il y a aussi, en fait, des attentes qui sont différentes. Par exemple, vous devez avoir un produit qui doit être actionnable demain. Plug and play, etc. On n'est pas forcément habitué aux mêmes exigences en Europe, aux États-Unis un peu plus, mais ça veut dire qu'il ne faut pas y aller trop tôt non plus, quoi. Non, il faut avoir une certaine maturité et il faut avoir un produit qui est vraiment déployable et d'autre part dans lequel qu'on arrive à protéger, parce que ça c'est aussi un point important, hein, donc clairement et sur lequel il faut faire attention. Donc c'est ces conditions-là qu'il faut réunir. Et après le marché asiatique,
il y a la Chine qui est vraiment le plus gros marché, mais il y a plein d'autres pays autour qui sont très intéressants et qui permettent aussi de développer des usages qu'on développerait pas forcément d'ailleurs en Europe. Donc notamment Hong Kong a toujours été très dynamique, Singapour l'est aujourd'hui maintenant, et au niveau de la Chine c'est très grand, donc par exemple pas besoin de dire toute la Chine, par exemple se concentrer sur Shenzhen, c'est déjà un monde en soi. Et c'est ça, il y a une question d'échelle aussi, Vincent Terry, en fait. Quand on s'attaque au marché chinois, effectivement, forcément, c'est immensément plus grand que le marché français ou même européen. Comment est-ce que vous avez appréhendé ça, vous ? Parce que ça peut donner un peu le vertige, quoi, quand on voit ça. Effectivement, vu de l'extérieur, à nouveau, ça peut paraître quelque chose de vertigineux et d'impossible à réaliser. Comme l'a dit François en introduction à juste titre, dans l'univers tech, donc des startups, mais particulièrement celle de la tech, pour vivre ou pour survivre, il faut concevoir votre marché comme étant un marché mondial. C'est souvent quelque chose que l'on fait pas forcément correctement en France parce que on a un marché primaire qui est finalement très petit à l'échelle de la Chine, à l'échelle des États-Unis, là où des startups de l'autre côté de l'Atlantique ou en Asie, pour survivre, eux, doivent dans leur gène concevoir une expansion qui est géographiquement beaucoup plus grande que la nôtre. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises en France intègrent dès le départ dans leur société. Donc, je nuancerai vos propos et beaucoup d'entreprises, je pense, auraient à gagner à aller en Chine. Et à nouveau, n'ayez pas peur, allez-y. Des acteurs locaux vous y aideront et vous pourrez trouver là-bas votre business model adapté aux attentes des consommateurs locaux. Ça prend toujours du temps, bien évidemment. Mais au-delà de ça, foncez. Justement, Vincent Terry, vous parlez d'acteurs locaux, Anne-Claire Hong. Est-ce qu'il faut systématiquement s'associer à un acteur local quand on veut se développer en Chine ? Ou est-ce qu'on peut finalement réussir tout seul ? Est-ce qu'il faut passer par une co-entreprise ou est-ce que ce n'est pas forcément nécessaire ? Alors, je ne dirais pas que c'est forcément nécessaire. Je pense qu'il y a des startups qui ont réussi sans. Il est vrai que souvent c'est plus facile quand on veut vraiment s'implanter, surtout sur le marché domestique chinois, d'avoir un partenaire. Alors ça peut être toutes sortes de partenariats, ça peut être un investisseur, un actionnaire, ça peut être la création d'une JV avec un acteur sur place, ça peut être des partenariats commerciaux, mais c'est vrai qu'avoir un acteur local qui connaît bien le marché, qui vous aide dans ses premiers pas. Et c'est vrai que, comme disait Vincent, la vitesse de développement dans les premiers temps est assez importante. C'est vrai qu'avoir ce partenaire local peut aider. Est-ce que, selon vous, Jean Delalandre, se développer à l'international, de toute façon, c'est un passage obligé pour ensuite devenir une licorne et il n'y a pas de licorne qui soit uniquement demain sur le marché français ? Ça renvoie à ce que disait tout à l'heure François, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est difficile pour une entreprise, une start-up, de ne pas concevoir en réalité le monde dès le départ. Alors, est-ce que ça se traduira finalement comme ça ? Pas toujours. Mais je pense qu'il faut être le plus ouvert possible. Et puis, ça dépend du marché que l'on adresse. Vous avez des entreprises qui peuvent tout à fait se développer en concevant le monde de manière plus étroite que telle qu'on le conçoit depuis tout à l'heure. Ça dépend de votre marché aussi. C'est une question de marché ou c'est une question de manque d'ambition ? Parce que c'est pas... Je pense que c'est une question de marché pour commencer. Oui. Et puis après, s'il n'y a pas l'ambition, j'en ai dire d'un côté comme dans l'autre, ça ne se passera pas bien. Donc, si vous voulez, il y a deux composantes dans une solution. Il y a une composante de produit et une composante de service. Le service, il faut qu'il soit local. Ça, c'est obligé. Donc ça, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le faire avec un partenaire. Mais ça a vraiment... il faut que ce soit à proximité du client. Le produit, lui, par nature, il est vendable à l'international. Enfin, après, il faut le concevoir comme tel, mais c'est son ambition. Vous voyez, c'est ça en fait qui fait d'ailleurs qu'on peut avoir un business qu'on dit scalable, c'est-à-dire qui puisse se démultiplier. Et par rapport à ça, les acteurs chinois et en particulier Huawei offrent l'opportunité à ceux qui proposent en fait des solutions métiers de s'intégrer dans leur écosystème. Donc nous, par exemple, c'est le cas en fait sur nos solutions de géolocalisation.
qui s'intègrent dans les points d'accès Wi-Fi Huawei. Et ça, c'est une énorme opportunité pour avoir un effet, en fait, levier à l'international, parce que finalement, on va proposer une solution commune aussi. Et donc Huawei est dans ce cas, mais je pense qu'il y a d'autres acteurs chinois qui sont à la recherche de partenaires qui vont amener en fait une composante qu'ils ne font pas aujourd'hui en interne pour apporter une solution aux clients end-to-end. Jean Delalande, en fait, ça me fait penser à une collaboration effectivement entre les grands groupes tels qu'elle peut exister là, on le voit avec Huawei, mais ça peut être le cas avec d'autres acteurs. Il ne faut pas que les startups aient peur de ces collaborations avec les grands groupes, ça peut aussi les aider à passer à l'échelle supérieure. Enfin, ça dépend du produit vendu, mais effectivement, dans bien des cas, on parle d'une relation entre, les clients-fournisseurs, entre PME et grands groupes. Non, il ne faut pas que les PME aient peur, il ne faut pas que les startups aient peur, mais il faut aussi qu'elles soient conscientes de ce que ça représente, que de travailler avec un grand groupe. Et pour ça, justement, une organisation comme le Comité Richelieu travaille à défendre les intérêts de ces PME dans la relation qu'elles vont établir avec le grand groupe, parce que le temps n'est pas le même, parce que les capacités financières sont pas les mêmes, parce que le rapport de force, si on veut, est ce qu'il est. Donc, mais j'ai envie de dire, c'est une relation inévitable, mais c'est une relation à laquelle il faut être attentif si on veut que ça se passe bien. Vincent Théry, vous, c'est quoi votre expérience de relation avec des grands groupes dans votre business de tous les jours ? Alors pourquoi elles sont multiples ? Il y a des bonnes expériences, on peut en parler, il y a aussi des mauvaises expériences, on peut également les aborder. Si je prends une relation, aujourd'hui il y a l'open innovation, qui est un mot qui est sur toutes les lèvres, qui revient beaucoup et qui, à mon sens, est parfois galvaudé, ou en tout cas derrière lequel on met des choses concrètes qui peuvent être tout à fait différentes. Et on peut résumer cela à la manière dont les grands groupes entrevoient aujourd'hui leur collaboration avec des plus jeunes acteurs, qui sont des ETI ou des startups. Et je crois que il faut qu'il y ait énormément de bienveillance, que les choses soient posées clairement sur la table avant de commencer, mais c'est vrai entre une startup et une startup, c'est vrai entre une entreprise et son consommateur, et c'est vrai dans une relation B2B, grand groupe, startup également. À partir du moment où le cadre est clairement identifié, et que les attentes des uns et des autres le sont, alors on peut faire des choses très intéressantes et on en sort tous gagnants. Je trouve que c'est pas pour parler à nouveau de Huawei, mais l'approche de ce groupe vis-à-vis des relations avec les startups est très pertinente. On est, à mon sens, dans une relation où je donne avant de recevoir. On nous dit pas qu'on va bosser avec Huawei quand on candidate à Digital Impulse. On dit simplement, vous êtes une entreprise française à vocation internationale et vous souhaitez voir ce qui se passe ailleurs, candidatez et on vous donnera éventuellement la possibilité d'accélérer, d'aller plus vite, de rencontrer des acteurs locaux à nos côtés. Et donc, peut-être qu'in fine, il y aura du business avec Huawei, mais ça fait pas partie du cahier des charges. Et donc, les choses sont clairement dites et donc, on est forcément vainqueur d'un dispositif comme celui-ci. Parfois, les relations grands groupes entreprises peuvent se résumer à une opération de marketing ou une communication pour le grand groupe, et si c'est pas clairement identifié par la startup, alors ça peut être un risque, parce qu'il y a une notion d'effort, que ce soit en termes de trésorerie ou de temps alloué par la startup, qui est forcément beaucoup plus impactant de par sa taille qu'elle peut l'être par le grand groupe, et il faut être vigilant sur ce point-là. Jean, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, par rapport à ce que disait Vincent, effectivement, ce qui semble indispensable, c'est que dès le départ, il y a un effort de compréhension de qui est en face de moi. Dès le départ. Je veux dire que ce soit la start-up ou dans une relation inter-entreprise, c'est de comprendre qui est l'interlocuteur et ce qu'il recherche, ce qu'il attend. Effectivement, si on est sur une action de marketing, en réalité, de la part de l'un ou de l'autre, pourquoi pas ?
Mais il faut que ce soit clair dès le départ. Parce que s'il y en a un qui imagine que ça va être beaucoup plus que ça dès le départ et que ça ne se passe pas comme il avait prévu, eh bien finalement, on tombe dans des écueils qui font que la relation ne sera pas bonne. Donc, encore une fois, de la bienveillance et puis un effort de compréhension mutuelle, ça va beaucoup aider. Puisqu'on parle beaucoup de votre programme, Anne-Claire Wang, vous allez le relancer là, pour cette année 2021. C'était important pour vous de continuer à être présent aux côtés des startups françaises malgré toute la crise qu'on est en train de traverser? Effectivement, le programme, donc on l'a continué je disais qu'on l'avait lancé en 2014, donc on l'a continué même l'année dernière, malgré toutes les difficultés qu'on a eues à organiser les auditions, les remises de prix. Et effectivement, malheureusement, on n'a pas pu encore partir en Chine avec la promotion 2020, mais le voyage est toujours prévu. Ce n'est que partie remise. Et on continue cette année avec l'édition 2021 qui a été lancée sur le thème de la Green Tech. Donc on aura les premières auditions sur Paris très très bientôt, sur Vivatech. Et on continue avec des auditions sur les autres villes, donc Bordeaux, Lyon, Lille, Nice et Strasbourg cette année, à partir de septembre. C'est la Green Tech, aujourd'hui, ça me paraît complètement incontournable. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que ce mot-là à la bouche. C'est vrai qu'encore plus peut-être après cette crise-là dont on est, j'espère, en train de sortir. Oui, c'est un mot dont on parle beaucoup. Je pense que Huawei a toujours été convaincu que la tech était un levier de transformation écologique en même temps que de transformation des entreprises. On travaille beaucoup sur l'utilisation de nouvelles technologies pour rendre toutes les industries plus efficaces énergétiquement et donc plus green. Ce qu'on veut faire cette année, c'est soutenir les startups qui travaillent dans le même sens. Merci beaucoup Anne-Claire Wang. Je rappelle que vous êtes donc responsable du programme Digital Impulse chez Huawei. Jean Delalandre, délégué général du comité Richelieu. François Crutat, cofondateur et PDG du Budu. Et avec nous donc en visio, Vincent Théry, cofondateur et dirigeant de Lily Smart. Voilà, cette émission spéciale consacrée à la conquête de l'international par les startups françaises est terminée. J'espère que ça vous aura donné envie à tous de vous lancer. Très bon week-end sur Bismart. Ce programme vous a été présenté par Huawei.